Mesdames et messieurs, bonjour. Nouvelle semaine, nouveau jour, nouvelles énergies et nouveaux objectifs. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur votre matinale. Bonjour le Bénin. Il est 7 heures partout au Bénin et quand il est 7 heures, ici, c'est le journal qui prend le pouvoir. Voici Victorine Bondé pour nous le présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier bulletin d'information de la semaine. Démarrons par ce communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, Romuald Wadaï, effectuera aujourd'hui 6 juillet 2026 une visite d'État à Nouakchott en République islamique de Mauritanie. À l'invitation de son homologue, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Au cours de ce déplacement, les deux chefs d'État tiendront un tête-à-tête consacré au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et la Mauritanie. Les échanges porteront sur les axes prioritaires du partenariat bilatéral ainsi que sur les questions régionales d'intérêt commun. Cette visite s'inscrit dans la dynamique diplomatique engagée par le chef de l'État en faveur d'un dialogue soutenu avec les partenaires du continent et d'une action concertée sur les enjeux de développement, de sécurité et d'intégration en Afrique de l'Ouest et dans l'espace sahélo-saharien. Un communiqué conjoint sanctionnera les travaux à l'issue de cet entretien. Et nous restons dans la diplomatie. Le ministre des Relations extérieures de l'Angola, à la tête d'une importante délégation, a été accueilli à Cotonou dans le cadre de la première session des consultations diplomatiques et politiques entre le Bénin et l'Angola. Une rencontre de haut niveau qui marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays, avec l'ambition de renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques. Les précisions avec Marcela Rossi. Le Bénin et l'Angola donnent un nouvel élan à leur coopération. Réunis à Cotonou, les deux pays ont tenu leur toute première session de consultation diplomatique et politique. Une rencontre qui marque l'ouverture d'un partenariat plus stratégique, résolument tourné vers l'action. Autour de la table, les deux délégations ont réaffirmé la solidité de leurs relations, héritées d'une longue histoire de solidarité africaine. Elles ont également confronté leurs analyses sur les grands enjeux régionaux, continentaux et internationaux. Avec une même conviction, privilégier le dialogue, renforcer le multilatéralisme et promouvoir des réponses concertées aux défis communs. Au-delà des déclarations d'intention, des perspectives concrètes se dessinent. Les deux États veulent intensifier leur coopération dans les transports aériens, le commerce, l'investissement, l'agriculture, la culture et le tourisme mémoriel. La formation des diplomates et le renforcement des compétences linguistiques figurent également parmi les priorités retenues. Autre avancée majeure, la finalisation de l'accord sur les services aériens. Son entrée en vigueur devrait faciliter la mobilité entre les deux pays, rapprocher les opérateurs économiques et stimuler les échanges. Le rendez-vous est déjà pris pour 2027 à Luanda. Le Bénin et l'Angola y tiendront la première grande commission mixte de coopération. Une nouvelle étape pour consolider un partenariat qui entend désormais produire des résultats concrets au bénéfice des deux peuples. Dans le reste de l'actualité, parlons des réformes opérées dernièrement au niveau des institutions qui apportent d'importants changements dans l'architecture politique et administrative du pays, notamment avec la mise en place du Sénat et la nouvelle configuration du Conseil économique et social. Quel rôle jouent désormais ces institutions dans le fonctionnement de la République? Élément de réponse avec Wilfried Léandre Humbedji. Le président Wadaï a formé un gouvernement, le président Talon avant lui, et vous avez vu d'éminentes personnalités qui n'ont jamais mis un pouce ou un orteil en politique. Parce que ce sont des techniciens qui ont été appelés comme tels. Regardez plein de nos structures publiques, du périmètre de l'exécutif, dédiées à la prise en charge de certaines questions qui doivent participer à l'amélioration globale des conditions de vie des populations. On ne demande pas aux gens de quel parti ils relèvent. Donc, l'aspect politique n'est pas le principal déterminant dans ces cas-là. Par contre, il y a des institutions, et souffrons qu'il en soit ainsi. Si vous voulez aller à l'Assemblée nationale, même si vous êtes le meilleur technicien, le meilleur spécialiste de votre secteur d'activité, si vous n'appartenez pas à un parti politique, vous n'allez pas vous retrouver à l'Assemblée nationale. C'est ainsi.
Hélas, sauf si demain nous disons que même à l'Assemblée nationale, il faut faire un quota pour des techniciens et à partir de ce moment-là, vous irez voir quels sont les corps de métier qu'il faut aller intégrer et quels sont ceux qui ne devraient pas être intégrés. On n'en sortirait pas. Le Sénat, par essence, lui, il est davantage, encore plus politique, mais alliant également de la technicité parce que vous avez des anciens présidents de la République, des anciens présidents de l'Assemblée nationale, des anciens présidents de la Cour constitutionnelle, des gens qui ont été au commandement des forces de défense et de sécurité. Et si tout cet ensemble ne fait pas les 25 prévus, la différence est apportée par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Donc, ceux qui ont été nommés pour aller au Sénat, si les membres de droit atteignaient le nombre de 25, les 14 personnes qui ont été désignées mercredi ne l'auraient pas été. Voyez-vous? Donc, oui, pour que nous ayons des institutions pertinentes, efficaces, et cela me permet de revenir sur le CES. D'accord. Parlons-en. Il y a eu une réforme ambitieuse du Conseil économique et social pour en faire une institution davantage au service de la population et du développement de notre pays. Et nous avons vu comment, pendant le mandat transitoire qui s'est achevé là, l'équipe, avec son président en tête, a pris à cœur sa mission, a écumé notre pays, a tenu des rencontres avec les populations pour leur apporter le message de la République, des institutions, leur expliquer telle décision, telle loi. Ça montre l'efficacité d'une telle institution et désormais, la pratique ne devrait pas déroger à ce qui a été institué grâce à cette réforme. Et je crois que les populations apprécient bien de voir un Conseil économique et social plus proche d'elles et plus efficace aussi que cela n'a été par le passé. Et puis, je finirai avec le souci de rationalisation qui anime les dirigeants que nous avons aujourd'hui. Notre pays dans son ensemble, parce qu'au-delà des dirigeants, c'est tout le peuple béninois qui va dans ce sens. On vient de modifier la loi sur le Conseil économique et social en lui intégrant les fonctions du médiateur de la République. Jusque-là, il y avait une institution à part, la médiature, mais désormais, on sait que le premier vice-président du Conseil économique et social va porter les responsabilités de médiateur de la République. Cela participe aussi donc du souci de rationalisation et d'efficacité de l'action publique au service de nos citoyens. Place à présent à l'innovation. L'intelligence artificielle s'impose désormais dans les univers créatifs. Nouvelles opportunités, questionnement et préservation de l'identité artistique. Un atelier vernissage a réuni artistes et passionnés autour de cette révolution technologique. Reportage de Saint-Tiche Quincon et Mathieu Sédémedji. Peinture, création numérique et échange d'idées. Le temps d'une soirée, artistes et public explorent les défis et les nouvelles possibilités qu'offre l'intelligence artificielle dans la création artistique. Alors l'IA peut servir dans le domaine artistique en facilitant plusieurs tâches, c'est-à-dire il peut faire des recherches, que ce soit des recherches rédactionnelles, d'écriture sur des projets, que ce soit des foires, des expositions à l'international. Parce que l'artiste est souvent limité. L'artiste, lui, il est là juste pour peindre. Et donc, se subdiviser en plusieurs parties, c'est un peu compliqué. Donc, l'IA peut l'aider à alléger ces tâches. Mais si l'IA révolutionne certains usages, elle ne saurait remplacer l'identité culturelle, qui reste profondément humaine. On a des images qui nous parlent du Fa, qui nous parlent de tout ce qui a rapport avec le vaudou. Et c'est juste pour mettre l'accent que l'IA ne peut pas avoir le pouvoir sur la culture ni le Fa. Parce que aujourd'hui, même si on demande à l'IA, crée-nous une image d'une femme africaine dans une case, dans un village, je pense qu'il fera ce qu'il peut, mais pas totalement ce que l'artiste veut. Au détour de ce vernissage, la qualité des œuvres et la pertinence des réflexions suscitées par cette rencontre entre l'art, l'innovation et les nouvelles technologies sont explorées. Nous avons visité l'ensemble des œuvres. Nous avons confirmé l'adage qui soutient que, quel que soit l'âge, la valeur peut compter. Ces jeunes artistes ont montré
qu'ils peuvent manger à la table des grands. Il suffit de voir leurs œuvres, de voir les matières avec lesquelles ces artistes-là travaillent et de voir le rendu qu'ils nous ont présenté ce soir. Très intéressant, et ceux qui ont choisi de donner à ces artistes-là leur chance ont raison de le faire. Quand l'art rencontre l'intelligence artificielle, c'est un alliage entre la sensibilité de l'artiste et la technologie pour enrichir sa création. Allons à présent à la découverte de jeunes filles qui ont du talent, de l'audace et de la détermination. En compétition au festival Obiri samedi dernier à l'Institut français de Cotonou, elles ont démontré qu'elles ont toute leur place dans les univers de la danse et du disque jockeying. Au terme d'une compétition intense, le jury a rendu son verdict. Voici pour vous les impressions des lauréats. Je dirais que le travail acharné paie toujours parce qu'on a vraiment travaillé, on s'est vraiment démerdé. Vraiment, on a fait de notre possible, que ce soit dans la pluie, quand il y a le soleil, peu importe, à tout moment de la nature, on était tout le temps en train de travailler. Donc franchement, merci à nous et merci à notre coach qui nous a beaucoup aidés. Même quand on était fatigués, il nous forçait toujours. Je suis vraiment heureuse. Je ne savais pas que j'allais venir à ce stade-là parce que même ce matin, j'étais tellement stressée pour les répétitions. J'étais déjà découragée, mais je suis venue là maintenant. Je me suis donnée à fond. Même avec le stress, je me suis donnée à fond et je suis arrivée quand même. On était coach des filles. On a eu plusieurs fois les entraîner, donc ça a donné ce que ça devrait donner. J'exhorte les femmes à s'intéresser à ce métier. C'est vrai que c'est pas facile, c'est difficile, mais il y a de l'avenir dedans. Ce projet, parce que en tant que danseur et en tant que compétiteur dans le temps, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui avancent dans ce domaine-là. Donc il fallait quand même faire quelque chose pour les promouvoir via la danse, en même temps mettre sur pied des alternatives de formation pour avoir plus de jeunes filles dans le domaine. Et via aussi la jeunesse, les anciens qui sont déjà sur le terrain, essayer de mettre des rouages qui vont permettre de se former autrement. C'est pour ça, via nos formations de danse et tout, sur le festival, on essaie d'autres formations, mais d'autres bons de formation comme le DJing, qui est une première cette année qu'on a installé dans le projet, comme les formations en sérigraphie, pour qu'elles sachent comment faire le graphisme, la sérigraphie et autres. Dans l'univers culturel, la célébration du Nouvel An traditionnel Batonou se poursuit à Parakou. Depuis vendredi dernier, les festivités ont débuté par une veillée de chant et de danse devant le Palais Royal de Ganon avant une journée de rite autour de la mare sacrée d'Hérault. Une tradition où spiritualité, culture et quête de paix se rencontrent. Ronald Robinson et Abdoulofou Idrissou. La nuit enveloppe le quartier Ganou de la cité des Kobourou. Les fidèles répondent par des chants et des danses et pour certains une transe qui traduit selon leurs croyances la manifestation des divinités. Ce que vous constatiez devant mon palais, ce n'est qu'une cérémonie qui donne les couleurs de la grande cérémonie qui se passera demain au niveau de notre marigot fétiche que nous appelons Ganou d'Hérault. Donc c'est ce marigot fétiche-là qui a donné ce nom Ganou à la localité. C'est là où toutes les cérémonies se passeront. Au lever du jour, la foule se déplace vers ce qui reste de la mare sacrée d'Hérault. Ce site est un symbole vivant de leur histoire et de leur spiritualité. D'Hérault, c'est un marigot sacré. N'importe quel problème, même les soucis d'enfantement, trouvent ici solution. Tu repars satisfait. Cette divinité, c'est une divinité ancienne, une divinité qui est reconnue sur le don. Tout ce qu'on vient demander ici, lui, il est là pour donner.
Ici, place au rituel proprement dit. Les sacrifices de bœufs marquent l'ouverture d'une célébration très attendue. Cette édition, exceptionnellement organisée à Parakou, a réuni des fidèles venus de plusieurs localités du Septentrion. Aujourd'hui, nous sommes ici, c'est pour célébrer d'abord le nouvel an de l'ère culturelle Batonou. Les années antérieures, nous avons l'habitude de célébrer cette fête-là à Niki. Soit c'est le 10 janvier, soit c'est le nouvel an de l'ère culturelle. On a décidé de nous regrouper, de nous rassembler depuis hier pour fêter et aussi prier pour la nation. Quand les tambours se taisent, des roues rappellent que les traditions continuent de façonner l'identité de nombreuses communautés. Et c'est sur ces images que se referme ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonjour, le Bénin se poursuit et moi je vous donne rendez-vous demain, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Victorine Bondé. Merci je vous beaucoup. souhaite une très belle journée et une très bonne semaine Bonne également. semaine à vous aussi. Merci. Allez, justement, parlant de cette semaine, mesdames et messieurs, elle va être la dernière de la saison 2025-2026 de votre émission. Bonjour le Bénin partira en vacances le vendredi prochain pour vous revenir avec beaucoup plus de challenges, beaucoup plus de nouveautés. On va travailler à améliorer davantage ce que nous vous présentons. Et oui, donc ça va être la dernière semaine et le vendredi, il y aura beaucoup de surprises. Pourquoi pas? On va essayer de colorier un peu cette dernière semaine, cette dernière journée avec des couleurs de fête, j'ai envie de dire. Mais avant d'en arriver là, nous allons accueillir Patrick dans Événement à la Une. Événement à la Une, Patrick Jossou est déjà en poste. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Vous avez passé un bon week-end? Oui, par la grâce de Dieu, bon. Le week-end, oui, ça a été. D'accord. Allez, ce matin, nous parlons du prix, sinon d'un prix d'excellence. Oui, un prix d'excellence. Vous savez, il y a des entrepreneurs au Bénin qui atteignent un niveau qui est un niveau international. Ils ont atteint un niveau qu'il faut apprécier. Et c'est pour cela qu'il y a eu un prix. Il y a un prix qui encourage les personnes qui atteignent ce genre de niveau. Et ce prix, on va en parler aujourd'hui avec celui qui a reçu le prix, un grand prix qu'on ne peut pas ne pas évoquer. C'est un prix qui permet à cet entrepreneur d'être le premier au Bénin de son domaine. Quand on parle de la manipulation de l'aluminium. Exactement. La menuiserie aluminium, il en est le chef, je dirais, incontestable et contesté. Il en est le manipulateur, c'est l'entrepreneur qui a pu savoir que de l'aluminium, on peut avoir tout un... Il va nous en parler lui-même. Alors, il s'appelle Eric Komlan Atilobé. Il est entrepreneur. Il va nous parler de ce qu'il a fait depuis tout ce temps et qui lui a permis de recevoir ce grand prix, ce prix d'excellence. Il faut le reconnaître, Patrick Jossou encourage tous les entrepreneurs de notre pays. Un prix qui... Vous savez, parfois, quand on travaille, quand on est dans son domaine d'activité, on a l'impression que personne ne nous voit, personne ne nous observe de loin. Parfois, on est découragé. Parfois, au moment où on a besoin d'être encouragé, on a l'impression que personne n'est là. Puis un jour, des gens qui vous observent dans l'ombre décident alors de vous porter un coup de main, de vous dire... Nous, on vous observe, ce que vous faites est bien. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à notre ami. C'est ce qui lui est arrivé. Voilà, où on va parler de son domaine d'activité. Oui. Son domaine d'activité, je le disais, c'est l'aluminium. C'est vrai que quand on parle de menuiserie, on pense tout de suite au bois. Oui. Parce que le menuisier, c'est d'abord du bois. Oui, c'est d'abord du bois. Mais aujourd'hui, les choses semblent évoluer. On fait de la menuiserie avec de l'aluminium, peut-être même avec du fer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il va nous expliquer tout ça. D'accord. Oui. Eric, oui, comment vous allez? Oui.
Oui, et faire de la menuiserie avec de l'aluminium, comment ça se fait? Dites-nous d'abord, expliquez aux Béninois lambda comment ça peut se faire. La menuiserie aluminium, d'abord, il y a plusieurs menuiseries. Oui. Alors, en attendant de revenir à notre ami Eric, d'accord, il y a un petit souci technique qu'on va essayer de corriger au niveau de son micro. On va lui donner l'occasion tout à l'heure de nous revenir. Mais Patrick, nous parlons de l'encouragement des entrepreneurs. Oui. Nous parlons de ces prix qui sont organisés. Parfois, on a l'impression que c'est juste en griffe du folklore. Oui. C'est juste des gens qui se rassemblent en réseau pour dire, bon, Patrick, on va vous décorer. Oui. Mais au fond, parfois, c'est des initiatives qui boostent. Oui, ce sont des initiatives qui boostent. Vous savez, il y a certains qui restent dans l'ombre et qui forment une équipe. Je ne voudrais pas leur faire de la publicité, mais ceux qui ont sorti ce prix, et ils sont restés là pendant des années à observer tous ceux qui sont des entrepreneurs béninois et qui boostent, qui font du travail extraordinaire, du travail qu'on doit aimer, qu'on doit admirer. Ils restent là pour les observer, pour faire une enquête de terrain, enquête de proximité. Ils vont dans les entreprises, ils vont chez les clients de ces entrepreneurs pour avoir leurs impressions, pour savoir comment cela se fait. Donc, de l'amont jusqu'à l'aval ou de l'aval jusqu'à l'amont. L'un dans l'autre, on enquête, on fouille quand même un peu ce que font ces entreprises-là. Oui, on fouille et on a le résultat. Lorsque le résultat se présente, eh bien, c'est un résultat qui honore le pays. Et je dirais c'est le Bénin qui est en mouvement, le Bénin qui est en avant, le Exactement. Bénin qui avance et qui ira loin, très loin. Ah oui, surtout qu'on est déjà dans la dynamique d'aller loin en ne laissant personne en rade, en fait. Voilà. Ensemble. Voilà. Ensemble, plus loin, plus fort et tous les Béninois ensemble. Plus percutant. D'accord. Alors, OK. Monsieur Eric, vous nous parlez de l'aluminium. Comment est-ce que l'on devient un spécialiste de la menuiserie en aluminium? OK. Merci, monsieur le journaliste. Tel que je vous le disais tantôt, il y a plusieurs menuiseries. Il y a la menuiserie bois, la menuiserie métallique et autres. Par contre, la menuiserie aluminium pour laquelle nous sommes là, c'est des ouvrages de menuiserie aluminium, des ouvrages en aluminium qui se font. On fait des ouvrages en aluminium, que ce soit les portes, les fenêtres, grilles de sécurité, comme on le dit souvent, les façades, les murs rideaux invisibles, comme les murs rideaux semi-invisibles. Il y a beaucoup de choses qui se font avec la menuiserie aluminium. Là, l'aluminium, c'est un métal. C'est la matière. C'est la matière, c'est la matière première qui sert de réaliser les ouvrages en menuiserie aluminium. Sinon, l'aluminium en lui-même, c'est un métal comme le cuivre, le fer, et voilà. Qu'est-ce qui vous a conduit à ce type de menuiserie? Pourquoi pas le bois et vous avez choisi l'aluminium? Merci pour la question. Et en réalité, c'est une passion. C'est une passion pour moi de faire la menuiserie aluminium. Parce qu'au début, je me disais, comment se fait-il qu'on voit les fenêtres, les portes, des vitres qui sont de rose standing, et pourtant, c'est des choses qui ne se cassent pas. Est-ce que c'est des choses qui se cassent réellement? Donc, j'ai poussé ma curiosité à savoir de quoi il s'agit. Et c'est cette passion-là qui m'a poussé à devenir aujourd'hui un expert en menuiserie aluminium et vitrage architectural. Okay. D'accord. Bon, alors, c'est en aluminium juste pour les façades ou c'est l'intérieur de la maison, c'est tout l'ensemble? Parce que vous avez parlé de façade tout à l'heure, c'est juste pour les fenêtres qui sont à l'extérieur ou bien même les meubles qui sont à l'intérieur des chambres, des maisons. Est-ce que vous êtes toujours spécialiste pour tout cet ensemble? Sans vouloir exagérer, tout se fait en aluminium. Tout? Tout se fait. On peut tout avoir en menuiserie en aluminium. Tout. Quand parlant de menuiserie, tout ce qu'on peut avoir en menuiserie bois ou en menuiserie métallique, on peut avoir presque tout en menuiserie aluminium. Chaises?
Chaises, bien sûr. Table. Bien sûr. Banc. Bien sûr. Bien sûr. Alors, dans votre développement tout à l'heure... pupitre, on peut l'avoir. Voilà. On avait réalisé des pupitres, on avait réalisé des ouvrages à l'Oura TV en aluminium. Okay. Alors, M. Atinogbe, dans votre développement tout à l'heure, vous vous êtes posé une question. Comment est-ce que l'on fait pour supporter des vitres, bâtir des immeubles avec plein de vitres, supportés par de l'aluminium et ça ne se casse pas? Est-ce que vous avez une réponse à votre question? Oui, d'abord, pour faire de la menuiserie aluminium, il ne faut pas avoir l'envie de gagner de l'argent pour faire de la menuiserie aluminium. C'est carrément une passion. Et il faut de la dextérité manuelle pour faire de la menuiserie aluminium. Alors, faire la menuiserie aluminium, c'est tout un art. C'est tout un art. Et il faut vraiment de la passion pour le faire. Racontez-nous comment vous êtes arrivé. Vous aviez déjà appris la menuiserie simple ou vous êtes arrivé directement à la menuiserie aluminium? Il y a eu une formation que vous avez suivie. Dites-nous votre parcours. Mon parcours, j'ai commencé par apprendre la menuiserie aluminium. Et au même moment, j'ai commencé par apprendre sur la menuiserie aluminium. D'accord. À vous cultiver là-dessus? À me cultiver. Oui. Il y a plusieurs années, je n'ai pas fait que de la menuiserie aluminium. J'ai appris aussi sur la menuiserie aluminium. D'accord. Voilà. Vous avez fait des études sur la menuiserie. Sur la menuiserie aluminium. Aujourd'hui, nous parlons du prix de l'excellence des bâtisseurs. Ce prix, qu'est-ce qu'il vient changer dans votre vie? D'abord, comment est-ce que vous y avez participé? Comment est-ce que vous avez vécu l'événement? Bon, l'événement, c'est... Un courrier m'est parvenu pour postuler à l'événement. J'en ai postulé et j'ai reçu ce prix. Alors, ce prix, ce n'est pas seulement le fruit d'un parcours personnel. Ce n'est pas le fruit d'un parcours personnel, c'est carrément... Ce prix a reconnu une vision. Une vision. Ce prix a reconnu une vision. Donc, une vision entrepreneuriale. Non, cette vision qui consiste à élever le niveau de la menuiserie aluminium en Afrique pour être reconnu par son professionnalisme et son innovation. Voilà. Oui. Vous avez dit en Afrique, donc tout le monde vous connaît de par le monde, enfin au niveau du continent au moins. Merci. Et aujourd'hui, Eric Atinogbe, expert senior en menuiserie aluminium et vitrage architectural, j'ai mis en place un cabinet pour contrôler désormais, pour contrôler tout ce qui a rapport avec la menuiserie aluminium, pour contrôler, pour apporter mon expertise, pour auditer en menuiserie aluminium. Et là, nous sommes là. L'objectif, en réalité, c'est d'accompagner, c'est d'aider les entreprises, les institutions et les maîtres d'ouvrage à réaliser des ouvrages plus sûrs, plus performants et plus durables. Donc, ce n'est pas simplement au Bénin. Ce n'est pas simplement au Bénin. Vous avez travaillé à travers toute l'Afrique. J'ai commencé par travailler toute l'Afrique. Aujourd'hui, le cabinet qui a été mis en place pour intervenir dans l'expertise en menuiserie aluminium, c'est une initiative pionnière au Bénin et l'une des premières en Afrique francophone. Quels sont les pays dans lesquels vous êtes déjà intervenu, où votre expertise a été mise à contribution sur des projets, par exemple? Merci, monsieur le journaliste. Et on ne peut pas... C'est un peu trop. Même récemment, j'étais en Chine et c'était spécialement pour une mission d'expertise indépendante en extrusion aluminium et vitrage architectural. Je n'étais pas allé acheter pour des produits, je n'étais pas allé en Chine pour acheter des choses, mais j'étais parti juste pour une mission d'expertise indépendante, personnellement. D'accord. Cela signifie que si c'est allé jusqu'en Chine, vous avez traversé toute l'Afrique. Vous parliez de l'Afrique francophone. Donc même l'Afrique anglophone, lusophone, hispanophone, vous avez traversé tous les pays ou presque tous les pays. Merci. Et ça fait à peu près
dans les années 2010-2011, j'étais allé au Nigeria, à côté de nous, dans une usine d'extrusion aluminium, pour voir comment les choses se passent, comment ils font l'extrusion de leurs produits. J'ai parcouru quand même toute l'extrusion, toute leur méthodologie de fonctionnement. J'ai parcouru tout ça là, histoire de voir comment les choses se font. En réalité, je ne suis pas ce monsieur qui est juste un menuisier aluminium, mais je travaille en fait pour évoluer toute une profession. D'accord. OK. Pour faire évoluer toute une profession. Pour faire évoluer toute une profession. Et donc, vous êtes le pionnier de ce genre de menuiserie aluminium. Vous êtes un pionnier et vous avez été reconnu. Donc, lorsque la cérémonie, racontez-nous un peu, vous avez été identifié, vous êtes allé, comment cela s'est passé, toute la cérémonie? Bon, je remercie d'abord les organisateurs de cet événement. Bon, ça s'est bien passé. Et c'était pas surpris que j'ai vu l'article dans les journaux. Et ça m'a fait plaisir. C'est un honneur, mais en même temps un engagement. C'est en même temps une responsabilité. Parce qu'à partir du moment où vous êtes connu pour l'excellence, vous avez la lourde responsabilité et l'obligation de vous cultiver et d'aller plus loin. Mieux, il n'y a pratiquement jamais personne qui peut dire « j'ai tout appris ». Parce que les choses évoluent, il y a de nouveaux produits sur le marché, les systèmes de façade évoluent, les vitrages sont plus performants, donc il n'y a pratiquement jamais un niveau... Tout est en perpétuelle évolution. Exactement. Et il faut se mettre à jour. On n'a pas le choix. D'accord. Alors, de votre expérience, que pourriez-vous proposer aux jeunes Béninois qui nous suivent aujourd'hui? Notre pays est en pleine construction. Chacun doit apporter sa part pour que le pays évolue. À cette jeunesse, quand vous regardez la jeunesse béninoise aujourd'hui, qu'elle soit scolarisée, déscolarisée, quel message avez-vous pour eux en fonction du domaine de votre activité? Bon, en fonction de mon domaine d'activité, d'abord, c'est un domaine qui me passionne, moi. C'est un domaine qui me passionne. Et dès que quelqu'un se voit passionné de ce domaine, il peut le faire facilement. C'est un métier qui peut nourrir son homme? Bien sûr que oui, c'est un métier qui peut nourrir son homme, c'est ça. Je suis resté constant dans la menuiserie aluminium depuis toujours. Vous savez, la menuiserie aluminium, c'est un métier récent. C'est un métier récent, la menuiserie aluminium. C'est un métier qui est venu en Afrique dans les années 70-80. Ça a commencé par développer au Bénin dans les années 90. Moi, je suis rentré dedans dans les années 95. OK, 95. Et depuis, vous êtes resté... Je suis resté constant dans la menuiserie aluminium. Oui, oui. Ce que je reviens sur la question de mon collègue, Alain, qui demandait, mais les jeunes, qu'est-ce que vous allez leur conseiller? Pas seulement en matière de menuiserie aluminium, mais par rapport à leur engagement, quand ils ont une envie de faire quelque chose, qu'est-ce que vous conseillez de faire? OK, merci monsieur le journaliste. Les jeunes... Je suis jeune aussi. Bien sûr. On ne va pas vous vieillir sur ce plateau. Les jeunes, ils ont reçu assez de conseils. On leur a donné tellement de conseils. Donc, mon conseil sera juste un complément. Néanmoins, je vais leur donner. Le conseil que moi j'ai à donner aujourd'hui aux jeunes, c'est de ne plus attendre que l'État leur apporte quelque chose. Puisque chaque fois, c'est le refrain. C'est le refrain de tous les jours. On dit souvent, bon, on attend l'État, l'État doit nous faire quelque chose. Non. Désormais, le conseil que moi je vais donner aux jeunes, c'est que désormais, que les jeunes se décident maintenant, qu'est-ce que je vais apporter à l'État? Qu'est-ce que je vais apporter à mon pays? Et je pense que si cette intention nous nourrit tous les jours, je pense que les choses iront mieux. Oui, John Fitzgerald Kennedy qui disait « Ne demandez pas ce que votre État vous apporte, demandez-vous ce que vous apportez à votre État. » Donc c'est ce que Éric Cormelan Atinokwe nous dit ce matin. Vous avez un mot de la fin pour qu'on puisse clore cet entretien? Bon, mon mot de fin, mon objectif est clair. Oui. Tel que je vous le disais tantôt, mon objectif est très clair. Mon objectif, c'est d'aider
les maîtres d'ouvrage, les entreprises, les institutions à réaliser désormais des travaux plus sûrs, plus performants et plus durables. Et là, puisque Eric Atinobe est là pour sécuriser les investissements et les infrastructures. Parce que ce n'est pas le soleil africain qui détruit les bâtiments, mais le soleil africain révèle les erreurs. Ah, d'accord. Oui. Ce n'est pas le soleil africain qui détruit les bâtiments. Non. Le soleil africain révèle les erreurs. Oui. Il y a des erreurs de construction, des erreurs de... Les erreurs de normes. Oui. Donc, ce sont ces erreurs-là qui font que les bâtiments sont détruits en Afrique. Exactement. Puisque si les normes sont respectées, je pense qu'on aura de très bons résultats, de très bonnes constructions. Donc, voilà. vous assurez les normes, vous surveillez, vous contrôlez. Vous êtes là pour voir si les normes sont respectées. Bien sûr que oui. Les normes sont des lois, en fait. Et les normes ne sont pas là pour punir. Les normes ne sont pas là pour pénaliser. Les normes sont là pour être respectées, pour accompagner les projets, pour que les choses soient durables et performantes. Oui. Et performantes. Merci. Vous avez réussi à déjà écrire un ouvrage sur ça, sur ces normes, ou bien il y a déjà des ouvrages qui existent? C'est en cours. C'est en cours. Il est vrai, les ouvrages ont été écrits. J'avais écrit des ouvrages, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Okay. C'est pas encore ce que je veux. Certainement des ouvrages pour adresser directement aux plus jeunes et aux jeunes béninois, sans doute. C'est en cours. C'est en cours. Merci, on va vous recevoir ici pour parler de ces ouvrages écrits. Et merci pour votre contribution à la pérennité de la menuiserie aluminium. La menuiserie aluminium, on a parlé de durabilité. C'est plus durable que le bois, l'aluminium, ou bien c'est plus facile à effriter que le bois? Vous savez, l'aluminium n'est pas seulement durable que le bois. L'aluminium est beaucoup plus durable que le bois. Dès lors que les normes sont respectées, on ne peut pas comparer l'aluminium au bois. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Et au fer? Au fer, c'est deux différents, il est vrai, c'est deux différentes choses. Chacun est dans son coin. Mais l'aluminium, le fer se rouille par exemple, mais l'aluminium, lui, il ne se rouille jamais. Voilà. Tout à fait. Okay. Allez, monsieur Eric Komlan Atinobe, expert en menuiserie aluminium au Bénin. Vos efforts ont été reconnus par cette distinction qui vous a été accordée. Et donc, on vous souhaite bon vent et former beaucoup d'autres jeunes béninois au métier pour que le pays puisse, dans ce domaine, être la star du continent, pourquoi pas. Oui. Allez, merci à vous. Patrick Dossou, merci à vous également. On se retrouve demain. Demain, par la grâce de Dieu. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer une petite pause et vous revenir juste après. Pour une femme enceinte, bien se nourrir, c'est prendre soin de son bébé dès le ventre. Dans nos villages et nos villes, les aliments locaux regorgent de richesses nutritionnelles. Manger varié et équilibré, du maïs, du mil, du manioc ou du riz pour l'énergie. Des légumes verts comme l'amarante et le moringa. Des fruits de saison comme la papaye et la mangue. Ajoutez à votre assiette des protéines, du poisson, des œufs, des légumineuses comme le niébé. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau et à consommer du lait ou du fromage. Évitez les aliments trop gras, trop sucrés ou transformés. Une maman bien nourrie, c'est un bébé en bonne santé, prêt à affronter l'avenir. Mangez local, mangez équilibré pour offrir à votre enfant un bon départ dans la vie. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité. Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4.
Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. Retour plateau, mesdames, messieurs, pour parler à présent de tous ceux-là qui font avancer le Bénin, chacun à sa manière. Vous connaissez certainement les bibliothèques classiques, mais il y en a une que vous ne connaissez pas vraiment. On en parle dans Bénin en mouvement. La bibliothèque des inventeurs. Eh oui, une bibliothèque pour les inventeurs. Qu'est-ce que cela peut bien être? Avant de planter le décor, justement, et recevoir notre invité, je vais vous inviter à suivre cet élément qui nous en dit un peu plus. Alors, le grand gagnant de la demi-finale qui a opposé Agrotech Bénin au roi du Pété est l'équipe de droite, les rois du Pété. Félicitations. Alors ici, les jouets cèdent très souvent leur place aux circuits électriques, aux imprimantes 3D, aux robots, à tout ce qui renvoie à l'univers de l'innovation. Dans cet incubateur pour jeunes talents, les enfants apprennent à donner vie à leurs idées et à les transformer en inventions. Sur quelle partie de Arduino on branche les bornes positives? C'est Eden Elliott qui porte son groupe vers la victoire dans ce duel remporté à l'instant. Il fallait répondre correctement à une série de questions. Une occasion pour les animateurs d'évaluer le niveau d'assimilation des cours par les enfants. Nous avons travaillé en équipe, c'est pourquoi nous avons gagné. Depuis tout petit, moi je rêvais de créer des voitures, des drones, tout ce qui a rapport à la technologie. J'ai appris beaucoup de choses sur la technologie. Ça, c'est une plaque. Là, ce sont les résistances. Là, ce sont les lampes LED. Féréole, depuis son plus jeune âge, s'amusait à fabriquer des voitures et autres objets pour enfants à partir d'objets recyclés. À seulement 13 ans aujourd'hui, il va encore plus loin. Il travaille sur la mise au point d'un système d'alarme. J'aimais l'art du dessin. Et c'est là un voisin qui était à côté de nous
nous a présenté la bibliothèque des inventeurs qui se trouve ici à Womé. Et mon père m'a fait participer. Aujourd'hui, j'ai fait un détecteur de proximité. Quand il y a un objet ou quand on met notre main devant le capteur ultrason, la LED rouge s'allume et le buzzer crie. Quand il n'y a rien devant le capteur, la LED verte est allumée. J'avais déjà fait d'autres inventions, comme une voiture télécommandée, un détecteur de température et d'humidité. J'aimerais devenir un ingénieur en robotique quand je serai grand. Ils ont des âges différents, des projets différents, mais une même histoire, la passion des sciences. Tous ont commencé par démonter un jouet, assembler des objets de récupération ou se poser des questions sur le fonctionnement des choses. Je vous présente mon projet qui est un distributeur d'eau qui permet de distribuer l'eau de façon hygiénique et de limiter tout contact direct avec l'eau. Pour son fonctionnement, il suffit de poser le verre ici, ce qui actionne la pompe et l'eau commence à couler. Pour sa réalisation, nous avons eu besoin d'une pompe hydraulique, d'un réservoir d'eau, d'une LED, d'une résistance fixe, d'une pile. Eliezer se prépare à représenter le Bénin en août prochain au prestigieux concours Stockholm Water Prize en Suède grâce à son invention. D'autres jeunes inventeurs se préparent eux aussi à franchir une nouvelle étape en participant à Mission Nova, la première télé-réalité technologique panafricaine. La première dans son genre qui promeut la technologie à travers les compétences, les talents, les habiletés des jeunes Africains qui sont capables ou seront capables de modéliser l'Afrique de demain. Nous sommes vraiment très contents et nous remercions infiniment tous ceux qui nous encadrent. Nous venons ici presque tous les jours de la semaine, nous formons du. Tout ça, c'est pour remporter la victoire. Les projets varient vraiment du plus simple au plus complexe, de la petite voiture jusqu'à l'idée de fabrication d'une nanosatellite. L'enfant ne commence pas tout de suite en réalisant un projet tout fait. Il commence déjà par réaliser le petit projet en carton. Après, nous intégrons l'électronique. Après, on intègre la programmation. Après, on intègre les impressions 3D pour avoir un projet en matériaux beaucoup plus définitif. Plus de 250 enfants depuis le début qui sont passés déjà à la bibliothèque des inventeurs. D'ici 10 ans, notre objectif, c'est de façon directe ou indirecte 10 000 emplois. À travers ces parcours, le Bénin affirme progressivement sa place sur la scène de l'innovation et prépare dès aujourd'hui les ingénieurs et inventeurs de demain. Eh bien, vous l'avez compris, une bibliothèque rien que pour les inventeurs, pour ceux-là qui ont des idées. Le promoteur de cette bibliothèque est avec nous sur ce plateau et on va lui poser une première question. Monsieur Ashmeo Alao, je prononce bien, j'espère. Bonjour et bienvenue à la maison. Merci beaucoup, monsieur Alain. C'est un plaisir. Il y a bien longtemps que je voulais vous rencontrer. Ah donc, oui? C'est un cadeau pour moi d'être ici. Eh bien, c'est fait. Dieu sait faire ces choses. Voilà. Alors, dites-nous, d'où vous est venue l'idée de créer un centre pour inventeurs? L'idée, déjà, vous savez, les idées ne viennent pas toujours d'un seul événement. C'est parfois la combinaison de beaucoup de choses. Mais il faut dire qu'en 2021 ou en 2021, quand j'avais lancé mon propre cabinet, je voulais me spécialiser exclusivement dans la fabrication des matériaux de construction. Parce qu'à la base, je suis ingénieur en génie civil. C'est ça. Et j'ai toujours trouvé que le fait que tous les ingénieurs soient formés exclusivement pour intervenir dans ce que j'appelle la main-d'œuvre. Le montage. Voilà, parce qu'un ingénieur, un maçon, un architecte, nous sommes tous dans la catégorie main-d'œuvre en réalité. Et alors que l'économie du génie civil est composée de 3 axes: la main-d'œuvre, les matériaux et les matériels. Les matériaux et les matériels constituent 70% de l'économie du génie civil. Et aucun ingénieur n'est formé pour profiter
de ces 70% là. Donc nous nous contentons tous des 30%. Des 30%. Alors quand moi j'ai lancé mon cabinet, je me suis dit non, je ne veux pas faire comme les autres ingénieurs, je veux fabriquer des matériaux et des matériels. Mais quand je me suis lancé, j'ai fabriqué des tuiles, j'ai fabriqué certaines choses, mais pour les hommes des tuiles, par exemple, je transportais les tuiles quand tout était... Là, plus de 50% étaient cassés. Donc, je n'avais pas suffisamment les compétences pour le faire. Et je me suis dit, ben écoute, si cela m'arrive, moi, ingénieur, à combien plus forte raison ceux qui ne sont pas ingénieurs qui sont dans le domaine? Mais c'est que nous n'avons pas été formés pour ça. Et du coup, on s'est dit, avec les collègues au cabinet et tout, on s'est dit, ben, est-ce qu'on ne mettrait pas en place un centre où les gens peuvent venir apprendre à fabriquer toutes sortes de choses, quitte à ce que ça ne soit pas encore en version totalement finie, mais que l'enfant qui vienne, peut-être vos jolies lunettes par exemple, si un enfant décide d'apprendre à fabriquer des lunettes, qu'on mette en place un centre où il vient apprendre progressivement. S'il veut fabriquer un tissu, ici je suis un tissu made in Bénin, s'il veut apprendre à fabriquer ça, qu'il vienne apprendre ça. Donc dans le seul centre, il peut apprendre à fabriquer tout ce qu'il veut. Pas mal de choses. D'où l'idée de la bibliothèque des inventeurs, l'idée des bibliothèques des inventeurs. D'accord. Voilà. Parce que nous n'allons pas nous contenter d'une seule bibliothèque. Ça a été fait, expérimenté et évalué pendant 3 ans. Maintenant, nous sommes dans une phase de développement pour installer beaucoup plus d'antennes dans toutes les régions du Bénin. Alors, pour l'instant, les enfants que vous accueillez, que lisez-vous dans leur regard? Qu'est-ce qui les anime quand ils viennent à la bibliothèque des inventeurs? Bon, y a une dame qui est passée il y a environ 1 mois. Quand elle est venue au balcon, elle disait, j'avoue que moi, je ne suis pas formateur. Il y a les formateurs qui sont là. Et elle disait au formateur enfant que son enfant ne travaille pas bien à l'école. D'accord? Oui. Et que d'essayer de le chauffer un peu, de l'encadrer davantage, un peu plus que les autres. Mais 1 semaine après, dites-vous que je passais, ils étaient en formation, je suis passé, et les formateurs m'ont dit, waouh, cet enfant c'est un génie. L'enfant qui ne travaillait pas, dont la maman disait qu'il ne travaillait pas à l'école. Il disait que cet enfant est un génie, qu'il a un talent hors pair, au-delà même des autres enfants. Ah oui? Alors, avant-hier, je rentrais d'une mission du Nord, quand encore un des formateurs me disait qu'il y a un enfant qui est en train de créer un système. Il dit qu'il veut créer un système pour empêcher les moustiques de rentrer dans les maisons. Je vous parle d'un enfant qui est en classe de 3e. Carrément. Carrément. Donc, en fait, on s'est rendu compte au bout des 3 ans qu'il y a du génie dans chaque enfant. En fait, un génie qu'on ne pouvait même pas, comment dirais-je, même pas imaginer. Donc, une initiative comme ça, indépendamment de tout ce qu'on pourrait éventuellement peut-être gagner de façon pécuniaire, je vous assure qu'on est déjà suffisamment satisfait parce que ça nous révèle, ça nous montre combien les enfants ont du potentiel et qu'en mettant en place des cadres tels que la bibliothèque des inventeurs et d'autres, on permet l'éclosion de ces talents-là. Tous ces talents et de vraiment développer le pays. Si nous continuons dans ce sens, je reste convaincu que le développement ne sera plus une question de il faut que le président travaille, il faut que les ministres travaillent. Le développement va venir de la base. Parce que les génies vont naître d'un peu partout et ça va se faire tout seul. Dans le reportage réalisé par Karamat Albataou, que nous remercions d'ailleurs, qui a pu dénicher ce centre, on voit des enfants qui se préparent à une compétition internationale. De quoi est-il question là? On a parlé de 2 compétitions. La dernière, c'est Mission Nova. C'est une compétition organisée par, je vais dire, un groupe associé à Alain Foucault, dirigé par Alain Foucault, que vous connaissez très bien. Très bien. Voilà, c'est une compétition panafricaine qui réunit plusieurs pays de l'Afrique. Et pour cette année-ci, elle sera organisée à Lomé.
Plusieurs pays ont été sélectionnés, dont le Bénin, le Rwanda, le Sénégal, le Mali et d'autres pays de l'Afrique. Et les enfants y vont pour 2 semaines de compétition. C'est une émission qui va passer sur les télévisions nationales comme internationales, privé, oui, où les enfants auront plusieurs challenges. Ils auront à fabriquer plusieurs choses. Et au bout des 2 semaines, le vainqueur, on espère, sera le Bénin. Eh oui, Voilà. Et nous, à la Bibliothèque des inventeurs, nous avons été sélectionnés par Mission Nova pour conduire la team Bénin jusqu'à l'émission. Donc, nous avons été sélectionnés pour être le centre qui va déjà sélectionner les 4 candidats du Bénin. Donc, nous avons essayé de parcourir le Bénin pour voir les meilleurs. Ensuite, nous avons mis en place un programme de formation pour eux. Et du coup, actuellement, ils sont en formation, ils suivent le programme de formation. Et au bout, d'ici quelques mois, ils iront à la compétition. À la compétition. Alors, revenons aux enfants que vous accueillez. Quelle catégorie d'enfants vous accueillez à la Bibliothèque des inventeurs? Et au-delà de ce que nous avons vu dans le reportage, y a-t-il des choses que nos caméras n'ont pas pu capter? Oui, bien sûr. Déjà, pour ce qui est de la catégorie, j'ai envie de dire que c'est de 7 à 77 ans. Ah oui, parce qu'on est inventé à tout âge. À tout âge. Les idées viennent à tout moment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Avec les enfants, c'est peut-être plus facile. Mais c'est à tout âge. Si vous voulez inventer quelque chose, vous venez et on vous met dans le processus progressivement. Vous y arrivez. Voilà. Donc, mais pour l'instant, les enfants qui viennent, je dirais, déjà on a expérimenté les enfants à très bas âge. Très bas âge, et on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup plus de moyens d'encadrement. Donc, actuellement, nous avons limité le minimum au niveau CME. C'est ça. Au niveau CME. Et pour le moment, quitte à ce qu'après, quand on va davantage se développer, qu'on prenne davantage de personnel pour pouvoir encadrer les tout petits enfants. Voilà. Puisque quand nous allons, par exemple, dans les écoles, dans les établissements partenaires, même les tout petits enfants de la maternelle, on arrive à les encadrer parce qu'il y a déjà des maîtresses, il y a des enseignants, des éducatrices qui sont là, qui nous accompagnent. Voilà, donc c'est un peu ça, mais sinon, à la bibliothèque elle-même, c'est à partir du niveau CME. Et actuellement, présentement, il y a un étudiant qui est en 2e année en prépa, c'est-à-dire cycle ingénieur, 2e année cycle ingénieur qui est avec nous aussi. Et nous avons un étudiant qui est en 3e année de cycle ingénieur qui est justement en train de développer le projet du nanosatellite. Voilà. Donc, alors, quand on revient à la Bibliothèque des inventeurs, vous avez donné un exemple tout à l'heure de cet enfant dont le parent dit qu'il ne travaille pas à l'école. Oui. Peut-être, j'imagine, son découragement, son dépit de se dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien en faire? Alors, avec l'expérience de la Bibliothèque des inventeurs, l'école classique qui laisse en rade un certain nombre d'enfants, comment est-ce que l'on pourrait collaborer? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans notre pays pour que ces enfants, rejetés dans l'autre système, puissent se révéler dans un autre système? L'école classique et après les enfants peut-être déscolarisés. L'école classique enseigne des choses extraordinaires, pour ma part. Et justement, c'est la raison pour laquelle nous avons, à la Bibliothèque des inventeurs, au premier niveau, nous avons rédigé un manuel, d'accord, que nous avons appelé le manuel des inventeurs, qui met en relation toutes les notions de classe avec un objet qu'ils peuvent inventer. C'est-à-dire que votre cours de maths physique 6e, nous avons essayé d'extraire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir fabriquer quelque chose. Et pour chaque classe, nous avons rédigé des manuels. Donc, au premier niveau que nous avons appelé éveil créatif, vous avez un certain nombre d'activités, mais vous avez aussi accès à ce manuel pour pouvoir mieux comprendre peut-être les cours que vous avez à l'école, de maths, physique notamment. Nous sommes beaucoup plus basés sur les cours de maths, physique. Mais nous pensons quand même qu'avec un peu plus d'efforts, on peut encore aller dénicher dans les autres matières
d'autres, notamment la chimie, la biologie, d'autres notions qu'on nous enseigne à l'école, qu'on peut appliquer à des notions de fabrication. À l'invention. Voilà. Donc, l'école, elle est extraordinaire. Après, c'est un peu coûteux de mettre en place des laboratoires. Vous savez, c'est coûteux. Mettre en place une bibliothèque des inventeurs, ça prend de l'argent. Ouais. Le matériel et tout, ça coûte de l'argent. Donc, l'État a fait ce qu'il a pu. Et nous sommes convaincus que Rome ne s'est pas construit en une seule journée. Et donc, du coup, les choses vont évoluer progressivement. Les bibliothèques des inventeurs installées dans plusieurs régions pourraient, dans un premier temps, compenser ce vide-là, afin que l'enfant qui apprend la théorie à l'école puisse venir peut-être appliquer à la bibliothèque. La pratique à la bibliothèque des inventeurs. Et nous pensons que le modèle que nous avons pu développer pendant 3 ans, ce modèle où déjà avec notre cabinet, notre entreprise privée, nous avons pu mettre en place cette bibliothèque des inventeurs, c'est un modèle que nous voudrions encourager et implémenter ailleurs et solliciter d'autres chefs d'entreprise à nous contacter pour pouvoir être des cofondateurs d'autres bibliothèques des inventeurs. Sur tout le territoire national. Notamment en priorité les chefs d'usine, d'industrie, parce qu'eux, ils ont une connaissance industrielle qui peut mettre à contribution dans le réseau, parce qu'on va constituer un réseau de bibliothèques des inventeurs, de compétences, de savoir-faire et d'innovation. Du coup, nous sollicitons par la présente, et c'était l'un des objectifs de mon passage ici, c'est lancer un appel à tous les industriels, à tous les chefs d'entreprise qui veulent s'investir dans l'innovation, à toute autre personne qui a envie quand même d'apporter un plus à son pays, de nous contacter afin que nous puissions mettre plusieurs antennes au Bénin de bibliothèque des inventeurs. Et là, en faisant cette promotion, en faisant cette proposition et en donnant l'occasion aux enfants de se former, c'est le pays qui fabrique ses propres inventeurs, c'est le pays qui forme ses ingénieurs et qui, in fine, vont apporter un plus au développement de cette nation. Ashmiou Alao, si vous avez un mot de la fin, que diriez-vous? Un mot de la fin... votre émission est dans sa dernière semaine. Bien sûr. Peut-être qu'il faut que je vienne le vendredi. Pour cette saison, et une nouvelle saison va s'ouvrir en septembre. En septembre, ok, d'accord. Je vais attendre peut-être septembre pour le mot de la fin. Mais sinon, comme mot de fin, c'est d'exhorter les parents à chercher à savoir où sont les bibliothèques des inventeurs dans leur région, parce que le programme d'extension, nous le lançons déjà en juillet, courant ce mois. Nous avons déjà des contacts à Parakou, à Porto-Novo. Dans les grandes villes du pays. Dans les grandes villes du pays. Et d'autres villes, si toute personne intéressée peut nous contacter. Donc, nous lançons un appel envers les parents pour qu'ils puissent chercher à savoir où sont les bibliothèques des inventeurs dans leur région. Aucun enfant dans aucune maison n'est cancre. Absolument. Il y a forcément quelque chose qu'un enfant peut donner à son pays, peu importe son âge. Je peux vous dire que les enfants ont des talents extraordinaires. Moi, je suis toujours surpris quand je vois les enfants, vous voyez des enfants de CM2 fabriquer des voitures télécommandées, c'est extraordinaire. En fait, je tombe des nues, comme on le dit, quand je vois les enfants faire des choses, je me dis, mais... Déjà, si déjà un enfant de CM2 fabrique des véhicules télécommandés, si on le met dans un environnement encore plus propice, il pourra fabriquer plein de choses. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a que les Chinois qui peuvent fabriquer des choses, il faut mettre l'enfant africain dans les conditions qu'il faut, et puis ça y est. Je vous assure, c'est extraordinaire. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que je vois au quotidien. J'imagine votre émotion. C'est vraiment extraordinaire. C'est ça. Donnons la chance aux enfants de révéler leur talent et de transformer le pays. Parfait. Voilà. Merci, M. Alao Ashmiou. Je rappelle que vous êtes le promoteur de la bibliothèque, c'est donc des bibliothèques des inventeurs, désormais des laboratoires disponibles dans notre pays pour que nos enfants, surtout qui sont maintenant en vacances, pourquoi pas les intéresser à ces inventions. C'est bien de s'amuser, mais c'est bien d'apprendre quand on s'amuse. Tout en s'amusant, on peut apprendre. Merci à vous, on vous souhaite bon vent. Revenez à la maison quand vous voulez, ici c'est chez vous. Allez, au plaisir. Merci beaucoup. Allez, de la bibliothèque des inventeurs, on va penser santé. Et oui, aujourd'hui, comme
on en a l'habitude sur ce plateau. On parlera de votre santé et c'est Christelle qui assure qu'on va installer dans quelques secondes. Instant santé, Christelle Ediacho-Tongoro, bonjour. Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on parle de quoi dans Instant santé? Alors, on se pose une question aujourd'hui, comment préserver son sourire? On s'intéresse, comme vous l'avez deviné, à la santé bucco-dentale. Et notre invité, il est déjà là. Il s'agit du docteur Sabi Boninguessou. Il est chirurgien dentiste et président de l'Association des chirurgiens dentistes du Bénin. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour, Madame Christelle. Bonjour, docteur, et bienvenue à la maison. Oui, bonjour. Alors, docteur Boni, on constate dans notre quotidien, enfin couramment, que nous accordons beaucoup de soins à notre corps et pour les femmes, nous donnons beaucoup plus d'attention justement à tout ce qui relève de la beauté sans forcément porter cette même attention-là à notre santé bucco-dentaire. Pourquoi devrions-nous nous intéresser davantage à la bouche, puisqu'on le dit souvent, un corps heureux, enfin une bouche heureuse, un corps heureux? Oui, une bouche heureuse, un corps heureux, c'était d'ailleurs le thème de la santé bucco-dentaire cette année. Ah bon? Ouais. D'accord. Donc, la bouche fait partie du corps. Si votre bouche est en mauvaise santé, forcément, quelque chose n'ira pas. Vous n'allez pas bien manger, vous allez souffrir, la parole même peut avoir des problèmes. Donc, pour être en bonne santé, il faut une bouche en très bonne santé. En très bonne santé. Et une bouche en bonne santé, ça implique quoi exactement? Une bouche en bonne santé, c'est une bouche qui n'a rien d'anormal. Les dents sont saines, et la muqueuse, c'est-à-dire la gencive et tout ce qui est chair, se porte bien. Les dents ont un alignement correct. Rien d'anormal, capable de manger, capable de parler. Et tout simplement. On se sent bien. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a-t-il des habitudes du quotidien qui, sans le savoir, abîment exactement notre dentition, notre bouche? Oui, tout ce qui est mauvais pour le corps, ça commence par la bouche. Déjà, une mauvaise alimentation est très mauvaise pour la santé. Et tout ce qui peut causer des caries dentaires, c'est l'élément principal dès le bas âge. D'accord. Nous occuper de nos enfants pour que leur alimentation soit saine, pour qu'ils aient une bonne hygiène, pour éviter la carie dentaire, je pense que c'est un élément fondamental. Parce qu'en faisant ça, beaucoup d'autres problèmes peuvent être déjà pris en compte. Alors, docteur, dites-nous, vous avez évoqué la notion de carie dentaire. D'abord, vous pourriez nous la rappeler à nos téléspectateurs également. Et qu'est-ce qui cause la carie dentaire? La carie dentaire, c'est une infection. Donc, vous avez certains microbes qui décomposent les restes de nourriture que nous avons dans la bouche. Cette décomposition va créer de l'acide et c'est cet acide qui attaque la dent et crée le problème. Après, le processus continue parce que les microbes trouvent maintenant un endroit où se cacher sous la dent, dans le premier trou qui est créé, et petit à petit, la nourriture y entrant, la carie avance dans... Et que faut-il faire? On nous demande de nous brosser les dents matin et soir, mais est-ce que pour autant, ça nous préserve de la carie dentaire, surtout chez les enfants? Le brossage est irremplaçable. Pour que la carie se déclenche, il faut des substrats de nourriture, il faut la dent et il faut les microbes. Si l'un de ces trois éléments n'est pas là, c'est que vous pouvez éviter la carie. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir vos dents. Vous allez manger. Parfois, vous pouvez brosser, peut-être il y a encore des résidus ou bien vous faites ce que vous avez à faire, mais il y a des résidus qui restent. Le brossage reste celui qui va aller éliminer cet élément que nous-mêmes nous avons apporté dans la bouche. Est-ce que le brossage à lui seul suffit, docteur, à éliminer tout cela? Non, le brossage seul ne suffit pas. Parce que, comme je disais, vous pouvez brosser et que des choses restent encore. Absolument. Mais il faut que la nourriture elle-même soit
de très bonne qualité et ne soit pas une nourriture qui favorise la carie. La nourriture qui favorise la carie, nous le savons bien, c'est tout ce qui est sucre et surtout sucre pâteux qui se colle aux dents. Mais quand on dit sucre, il ne faut pas voir seulement le sucré en tant que tel, mais tout ce qui est, voilà, tout ce qui est glucide, si vous le laissez durer dans la bouche, ça va créer des caries. Tout simplement. Alors, vous avez parlé du brossage. Comment on choisit bien la brosse à dents et surtout notre pâte dentifrice? Je pense que si on n'a aucun problème particulier pour la pâte, il faut éviter les pâtes qui sont trop abrasives. Et donc, normalement, toutes les pâtes qui sont vendues en pharmacie ont quand même une qualité acceptable. De ce point de vue, le choix de la pâte, si vous allez en pharmacie, oui. Par contre, la brosse, c'est quand même un élément. Il ne faut pas utiliser une brosse qui abîme vos dents. Il faut que la brosse soit au pire une brosse de dureté moyenne ou une brosse souple. Justement, parfois, certaines personnes se disent, plus la brosse à dents, elle est dure, avec les mèches vraiment tendues, plus elle pourrait être efficace à mieux brosser les dents. Et à contrario, il y a des brosses qui sont souples. Sur ce plateau, que nous recommandez-vous? Comme je répète ce que j'ai dit, il faut que la brosse soit souple ou de dureté moyenne. Une brosse trop dure, elle est très agressive. Nous parlons bien entendu de la mèche, n'est-ce pas? Oui, je veux dire les poils de la brosse. Les poils de la brosse, la dureté, elle est bien connue. Si vous achetez une brosse en pharmacie, c'est écrit souple, dure ou moyenne, médium. Médium, c'est acceptable. Si vous avez des problèmes, le dentiste peut vous recommander d'utiliser une brosse assez souple pour ne pas créer d'autres problèmes. Une brosse dure, honnêtement, c'est pas conseillé. D'accord. Et à quel moment vous recommandez les bains de bouche ou même l'utilisation des fils dentaires? Le fil dentaire, en principe, doit être utilisé après chaque repas ou tout au moins une fois par jour en fin de journée. Et parce que cela permet de compléter l'action du brossage, c'est-à-dire ça nous permet d'enlever les débris alimentaires qui peuvent se coincer entre les dents. C'est un exercice qui n'est pas simple, mais il faut l'apprendre parce que ça peut avoir des effets très, très, très bénéfiques. Et en ce qui concerne le bain de bouche, en général, c'est quelque chose qui va être prescrit par le dentiste. Il ne faut pas s'habituer à utiliser des bains de bouche tout le temps parce que c'est des antiseptiques et ces antiseptiques peuvent changer, si vous l'utilisez de façon intempestive, ça peut changer la composition des microbes bénéfiques de notre bouche. Donc la population change et malheureusement ce biofilm-là peut devenir pathogène, c'est-à-dire capable de créer de la maladie au lieu de vous protéger. D'accord. Vous l'avez dit tout de suite là, vous avez parlé de microbes. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de microbes qui existent dans la bouche? Les espèces de microbes dans la bouche sont très nombreuses. Je parle déjà d'espèces. Il y a plus de 800 espèces de microbes dans la bouche. 800 espèces, vous dites. Donc, mais, tous nuisibles? Pas forcément nuisibles. Quand on parle de biofilm, c'est que c'est une population qui est bien organisée et qui, en principe, est bénéfique pour la bouche elle-même. Un autre microbe qui arrive dans la bouche, dans cette structure-là, ne peut pas résister. Mais si la composition n'est pas bonne, justement en prenant des bains de bouche de façon intempestive, ou bien en ne se brossant pas les dents, on donne l'occasion aux mauvais microbes de prendre le dessus dans la population et c'est ça qui cause problème. Sinon, dans beaucoup d'endroits dans le corps, nous avons des microbes avec qui nous vivons et qui sont bénéfiques pour nous. Alors, il nous arrive très souvent de ressentir une douleur, notamment au niveau de la gencive, et sans rien faire, cette douleur-là disparaît. Est-ce que c'est motif à inquiéter pour vous, les dentistes? Comment interprétez-vous ce genre de réaction-là? Non, l'absence de douleur n'est pas l'absence de maladie. Et parfois, l'absence de douleur... Un petit saignement très rapidement qui disparaît. Non, un saignement, c'est probablement souvent on s'habitue au saignement qui est dans la bouche. Mais imaginez que votre œil saigne, Madame Christelle. Ce sera petit. Vous direz que c'est un petit saignement.
Non, c'est parce qu'on s'habitue, justement parce que la bouche, c'est un endroit où on peut se blesser facilement, on peut faire plein de choses, et bon, on laisse passer. Mais un saignement qui s'arrête par lui-même, ça peut être signe de complication. Peut-être que le tissu qui saignait, quand c'est celui qui est vivant qui a du sang. Si le tissu ne saigne plus, peut-être qu'il est mort. Et c'est après que d'autres problèmes vont s'ajouter et vous allez commencer à avoir mal. Donc, je vais donner l'exemple de la dent. C'est vrai que vous avez parlé de gencives, mais ce sera plus patent pour la dent. Vous avez une douleur à la dent à cause d'une carie et vous essayez de gérer jusqu'à ce que ça se calme. Ce calme-là peut être la mort de la dent. Donc, le tissu, la pulpe que nous connaissons tous, qui est la partie vivante de la dent, meurt. Vous vous sentez bien, mon problème est passé. Et quelques mois plus tard, la joue s'enfle. Parce que ce tissu qui est mort, finalement, sera colonisé par des microbes et cela va créer une infection. L'infection, c'est la joue s'enfle, ça peut aller plus loin, les microbes peuvent entrer dans le sang. N'oublions jamais que la gencive et la dent font partie de l'organisme. Alors, docteur, à quel moment il faut aller en consultation quand on a des problèmes de dents? Non, ce n'est pas quand on a des problèmes de dents. D'accord, dites-nous tout. D'abord, il faut aller en consultation pour s'assurer qu'on n'a pas de problème qui peut créer des maux de dents. Donc, il faut apprendre l'habitude de faire une consultation, un bilan dentaire comme on le fait pour tout le corps. À quelle fréquence, justement? Normalement, une fois l'année, c'est acceptable. Mais si vous avez des problèmes particuliers, le dentiste peut décider que pour votre santé, il faut aller un peu plus tôt. Par exemple, quelqu'un qui est diabétique, une fois l'année, ce n'est pas suffisant parce que c'est un terrain prédisposé à avoir un peu plus de maladies dentaires ou de gencives. Et pour les enfants, quelle est la fréquence Pour un enfant, justement, parce que l'enfant est en croissance, au moment où l'enfant change les dents de façon ramassée, tous les 6 mois, il y a un groupe de dents qui pousse chez l'enfant. Donc, il faut que cet enfant soit vu pour éviter les problèmes, pour savoir si tout se passe bien. Donc, même si vous faites voir votre enfant une fois l'année, à partir du moment où il commence à changer les dents, pour que les dents adultes poussent, il faut ramener la fréquence à 6 mois, jusqu'à ce que toutes les dents se mettent en place. Et puis... Docteur, il y a, si vous le permettez, pardon, il y a un phénomène que nous notons maintenant dans la société, et ça c'est au niveau des adultes. Vous êtes un professionnel de la chose, vous êtes qualifié pour faire ce travail. Mais il y en a qui se lèvent comme ça et qui parlent aujourd'hui de blanchiment de dents, où on propose aux Béninois des substances ou bien des procédés avec des lumières laser, on voit des lumières partout et on dit, bon, on va blanchir cette dent. À quoi répond ce phénomène et quels sont les dangers derrière? Bon, à quoi répond ce phénomène? C'est le désir d'être beau, d'avoir de jolies dents. Mais nous savons, oui, l'esthétique, avoir un beau sourire, mais la beauté du sourire ne peut pas aller au-delà de sa santé. Donc, lorsque on se permet d'aller pour faire ce genre de traitement, il faut s'assurer tout au moins que celui qui vous soigne, s'il y a un problème, il peut régler le problème. Déjà, c'est un exercice illégal contre lequel les structures compétentes doivent pouvoir lutter. Mais ce que nous, en tant que professionnels, on peut dire, c'est que moi, je ne me laisserai pas soigner par quelqu'un qui ne peut pas régler mon problème si le traitement se fasse mal ou qui au moins ne puisse même pas m'expliquer ce qu'il est en train de faire. Ces gens-là, ils prennent des produits parce qu'ils ont déjà vu quelqu'un faire et ils font. Peut-être il est allé chez le dentiste ou bien il a regardé sur TikTok, il a vu un produit, on a dit que ça se passe comme ça, ils le font. Mais cela se fait en général en cachette. C'est devenu un baromètre. On voit quelque chose là-bas, on veut réaliser. Exactement, au détriment de sa santé. De sa propre santé. D'accord. Bon, cela ne se passe pas seulement en dentaire, c'est bien fréquent dans beaucoup d'autres domaines
que nous banalisons, mais qui nous crée des problèmes après. C'est bien réel pour la peau. On le voit pour la peau. Voilà. Est-ce que cela voudrait dire, docteur, que le blanchiment dentaire est interdit, même s'il est réalisé par un professionnel, un chirurgien dentiste? Non, il n'est pas interdit. Lorsqu'il est fait dans un système bien professionnel, on sait comment cela se passe. On sait quel produit utiliser et on sait où est-ce qu'on va, on sait où s'arrêter. Et on sait ce qu'il ne faut pas faire. Très bien. Alors, on revient sur la carie, si vous le permettez, cher monsieur. À partir de quand une carie devient-elle préoccupante, docteur? Non, elle ne doit pas venir. La carie, nous devons tout faire pour l'éviter. Si elle est déjà là, c'est qu'il faut déjà s'en préoccuper. Mais nous sommes en période de vacances et vous savez, les enfants, on les laisse un peu aller, on leur accorde un peu, je vais dire, on leur accorde de la liberté en ce qui concerne les sucreries et autres. Comment est-ce qu'on fait quand même pour encadrer la chose pour qu'à la longue, ils ne s'exposent pas justement à la carie dentaire? Comment prévenir? Oui, je pense qu'on a dit un peu de ça déjà. C'est que le brossage est primordial. Matin et soir. Matin et soir, après au moins 2 fois par jour. 3 minutes minimum pour se brosser. On a plus de chances de nettoyer tout. L'autre chose, c'est que nous devons, il ne faut pas attendre les vacances. Il faut que l'enfant, dès le bas âge, dès que la dent apparaît, de la même façon que vous avez dit, pour la carie, dès que la carie apparaît, il faut soigner. Dès que la dent apparaît, il faut que déjà l'enfant ait les bonnes habitudes. Amenez votre enfant chez le dentiste dès que les dents apparaissent pour qu'il prenne aussi l'habitude d'aller chez le dentiste et ne pas en avoir peur. Et on va rappeler très rapidement la technique de brossage qu'on voit à l'écran là. Comment ça doit se faire normalement? Du haut vers le bas, c'est ça? Oui, c'est-à-dire, pour se résumer ça, il faut toujours brosser de la gencive vers la dent. D'accord. De la gencive vers la dent. Donc, ça fait en haut, du haut vers le bas, et en bas, du bas vers le haut. Tout simplement. D'accord. Alors, les dents de lait ont-elles besoin des mêmes soins? On l'a déjà dit, que les dents définitives, il faut que dès que l'enfant commence à pousser les dents, les faire venir immédiatement chez le dentiste. Une infection dans la bouche peut-elle avoir des répercussions sur l'état ou bien la santé générale du corps? On appréhende un peu la réponse, docteur. Oui. Déjà, la dent elle-même, sur le plan local, la douleur qu'elle crée peut vous empêcher de bien vivre. Vous n'irez pas travailler et tous les problèmes sociaux que ça va créer autour. Mais la maladie elle-même peut se compliquer. C'est-à-dire, vous passez de la carie à un abcès, une infection de l'os, et ça peut aller même à ce qu'on appelle septicémie, donc une infection généralisée. N'oublions jamais que la dent est implantée dans l'os. Et dès que vous avez une carie, c'est une porte d'entrée dans votre corps. Ce que vous n'accepterez jamais ailleurs. Mais pour la bouche, pour la dent, je ne sais pas si c'est parce qu'on ne voit pas, les gens, on banalise. Mais c'est une porte d'entrée. Et malheureusement, la bouche elle-même, comme on vient de le dire, c'est des milliards de microbes dans la bouche. Donc, vous leur créez une porte dans votre dent et ils peuvent, la nuit, vous fermer la bouche et tous, ils rentrent dedans. C'est dangereux. Je pense que... Est-ce que c'est lorsque l'infection s'installe que vous pratiquez ou vous avez recours à l'extraction dentaire? Oui, c'est lorsque nous ne pouvons plus sauver la dent. Donc, au début, si vous venez au début, nous avons les moyens de traiter et de soigner et de conserver la dent. Quand ça avance, c'est qu'après, c'est vous qu'il faut sauver, ce n'est plus la dent. C'est douloureux? Oui, c'est le malade qu'il faut sauver, il ne faut plus chercher à conserver la dent. Mais nous avons d'autres moyens après pour essayer de remplacer ce qui est perdu. Donc voilà. Quels sont ces moyens dont vous disposez pour remplacer la dent perdue, par exemple? De façon globale, c'est ce qu'on appelle la prothèse dentaire. Il y en a de plusieurs sortes. Vous avez ce qu'on appelle les prothèses mobiles, qui sont des dispositifs que vous mettez, que vous pouvez enlever. Il y a ce qu'on appelle la prothèse fixée. La prothèse, elle peut être fixée sur les dents
qui restent, on les fixe. On a des procédés pour les fixer sur les dents qui sont à côté. Et vous avez les prothèses qui sont fixées sur des racines artificielles. Ça veut dire que la dent est remplacée entièrement de la racine jusqu'à la couronne dehors. D'accord. Alors, on va rappeler très rapidement ce qu'il faut faire pour conserver quand même les dents en bonne santé sur une longue période. Je reviens au départ. D'accord. Il faut que déjà, dès le premier âge, vous donnez à votre enfant l'habitude de bien brosser ses dents. Il faut que... De la gencive. De la gencive vers la dent. Et au moins 2 fois par jour. Lorsque l'enfant commence à changer les dents, il faut qu'il aille chez le dentiste au moins 1 fois tous les 6 mois. Cela permet non seulement de prévenir les problèmes de caries, mais aussi d'assurer un bon développement de tout ce qui va se passer en bouche. La règle, elle est la même chez l'adulte? La règle, elle est la même. C'est-à-dire, chez un adulte, il faut, dans les mêmes conditions, se brosser au moins 2 fois par jour, aller voir le dentiste. Au moins une fois par an. Une fois l'année, au moins. Oui. Et si vous pouvez, 2 fois. Si vous avez des conditions particulières, le dentiste décidera de ce qu'il faut faire. Et ne pas attendre d'avoir mal avant. Il ne faut pas attendre d'avoir mal. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Et c'est malheureusement pour la dent, dès que la carie s'installe, cette dent, c'est une maladie que vous allez traîner toute la vie. Parce que ce que nous allons mettre en tant que chirurgien dentiste, c'est quand même un élément artificiel qui peut avoir des problèmes. Il vaut mieux ne jamais y arriver. Parce que sinon, vous l'aurez toute votre vie. Et pour finir, on va revenir rapidement une fois encore sur le thème de la santé de la journée, de la santé bucco-dentaire. Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce thème-là? Est-ce que c'est parce que les gens négligent leur hygiène bucco-dentaire? Oui, de façon globale, ce n'est pas seulement les gens, même nos systèmes de santé dans nos pays négligent un peu le côté dentaire. Ce n'est pas pris comme un élément fondamental. Donc c'est pourquoi ce thème a été pris pour que les gens eux-mêmes prennent conscience de ce que chaque fois qu'ils abandonnent leur bouche, c'est que tout leur corps est en danger. Et c'est un problème mondial. Donc, en résumé, il faut mettre de côté les sucreries. Il faut aller voir le professionnel. D'accord. Il faut se brosser. Et j'insiste encore sur le fait que les bonnes habitudes, ça s'apprend tôt. À votre enfant qui a déjà 1 an, donnez-lui une brosse, il s'amuse et il apprend. Tout doucement. Les parents, vous ne pouvez pas ne pas regarder dans la bouche de vos enfants au moins 1 fois par semaine pour savoir ce qui s'y passe. Sinon, c'est dangereux. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est qu'il faut que chaque Béninois prenne au sérieux sa bouche. Il faut que nous prenions l'habitude d'aller chez le dentiste au moins 1 fois l'année et que n'oublions jamais que notre dent est un organe merveilleux qui nous permet de faire notre vie de façon normale. Les dents nous permettent de manger. Sans les dents, le visage complètement change. La vie sociale peut être perturbée. Donc, faisons tout pour préserver nos dents et notre bouche en très bonne santé. C'est ça. Et les chirurgiens dentistes béninois, l'association des chirurgiens dentistes du Bénin est disponible pour accompagner, pour aider à ce que notre santé bucco-dentaire soit au top. Merci beaucoup, Dr Boni Guessi, d'être passé nous entretenir sur cette thématique d'intérêt. Alain, ce sera tout pour la rubrique Instant Santé du jour. On se donne rendez-vous demain pour une autre thématique. Merci à vous, Christelle. Et une très belle journée, docteur. Bonne journée à vous. Merci. Maintenant, on va passer à la revue de presse. Que disent les journaux aujourd'hui? Ça va être avec Ulvaïs Balogun qu'on installe.
Revue de presse, Ulvaïs Balogun, bonjour. Bonjour Alain, bonjour à toutes et à tous. Alors, les journaux ce matin parlent de l'axe Calavi-Cotonou et surtout au niveau du pont de Djonou qui a été libéré des eaux. Tout à fait, Alain. L'axe routier Abomey-Calavi, Cotonou et Cotonou-Abomey-Calavi est enfin praticable. Une bonne nouvelle pour les usagers de cet axe. La presse du jour en parle, fait le constat et explique que l'eau invitée indésirable sur la chaussée juste avant le pont a été complètement évacuée pendant le week-end. Ceci grâce aux travaux de drainage menés par l'Agence béninoise de protection civile. La circulation est donc désormais rétablie et depuis samedi, les usagers empruntent justement le tronçon à cœur joie. Même constat fait le journal Le Matinal qui titre « Face aux fortes pluies qui s'abattent sur le Bénin et plusieurs pays de la sous-région, le gouvernement renforce son dispositif de prévention contre les inondations. En attendant, des consignes sont données aux populations, à savoir faire preuve de vigilance et adopter des comportements responsables. Des mesures nécessaires en attendant la reconstruction du pont de Djonou, écrit le journal La Nation. Selon le ministre porte-parole du gouvernement, une reconstruction complète de l'ouvrage était déjà programmée, mais son intégration à un projet plus vaste de mobilité urbaine a conduit à une réorientation des options retenues. Cette nouvelle orientation permettra la construction de 2 ponts répondant à des standards plus élevés et porteurs d'une ambition plus futuriste. Les études et les mécanismes de financement associés à ce projet devraient ainsi aboutir à des ouvrages mieux dimensionnés pour accompagner l'évolution de la circulation dans la zone. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que les travaux de construction de ces 2 ponts pourraient s'étendre sur une période comprise entre 2 et 3 ans. L'événement précis fait le point de la sortie du ministre porte-parole du gouvernement qui s'est également prononcé sur les récentes mesures fautes du gouvernement. Sur notre plateau ici, le ministre Rumbedi a apporté des clarifications majeures sur la gestion des inondations, la dématérialisation judiciaire, la baisse des redevances des marchés et la politique de santé publique. Le ministre a évoqué le paiement électronique des actes judiciaires pour éradiquer les faux frais. Par cette décision, nous voulons éviter justement les faux frais à nos concitoyens, a-t-il affirmé. Grâce à cette mesure, un acte coûtant 1 000 francs CFA ne pourra plus être surfacturé à 1 500, voire 2 000 francs CFA, sous prétexte d'accélérer la procédure. Le ministre s'est également prononcé sur la baisse des tarifs d'occupation des places dans les nouveaux marchés, une baisse des redevances allant jusqu'à 40%. Ulvaïus, de son côté, le président de la République, Romuald Wadagni, est attendu ce lundi à Nouakchott. Tout à fait. Le quotidien de service public, La Nation, en parle en manchette. Diplomatie présidentielle, Romuald Wadagni attendu en Mauritanie ce lundi. Selon les informations officielles, les 2 chefs d'État auront un entretien en tête-à-tête consacré à l'examen des axes prioritaires de la coopération bilatérale. Les discussions porteront notamment sur les opportunités de partenariat économique, les échanges commerciaux, les questions de sécurité ainsi que les mécanismes susceptibles de renforcer les liens entre les 2 pays. Dans un contexte marqué par de nombreux défis régionaux, cette rencontre devrait également permettre aux 2 dirigeants d'harmoniser leurs points de vue sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Matin libre de renchérir diplomatie régionale, Wadagni met le cap sur Nouakchott. Cette offensive diplomatique en République islamique de Mauritanie s'inscrit, d'après le communiqué de la présidence, dans la continuité directe des premières orientations du mandat du président Wadagni, soucieux de consolider l'ancrage régional et de réaffirmer la place du Bénin dans les grands chantiers de l'intégration régionale. Et ce sera donc tout pour la revue de presse. Tout à fait, ce sera tout. On va se donner rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Merci à vous, Ulvaïus Balogun. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous autant, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Allez, mesdames et messieurs, ainsi s'achève le numéro 201 de cette saison 2025-2026, dont nous entamons d'ailleurs la toute dernière semaine, puisque votre émission ira en congé. Mais avant, demain, on sera là et restez câblés sur les programmes de BNTV, car le meilleur, c'est ici. À demain.